Vous écoutez le JT de Management, le journal du télétravail. Avec le confinement et le retour de la généralisation du télétravail au plus grand nombre possible de travailleurs, notre podcast redevient quotidien, au moins jusqu'en décembre. Nous vous retrouvons donc désormais tous les jours pour de nouveaux témoignages, des avis d'experts et des conseils pratiques pour mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et malgré le contexte, je suis très heureux de vous retrouver chaque jour un peu plus nombreux à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail et sursollicitation numérique. Vaste sujet. C'est parti. C'est le journal du télétravail. J'accueille Caroline Cuny, docteur en psychologie cognitive et professeure à Grenoble École de Management, pour parler de droit à la déconnexion et surtout de bonnes pratiques pour essayer de lutter contre le trop-plein de connexion et la sursollicitation numérique. Bonjour Caroline. Bonjour Lomi. Alors, vous avez rédigé un guide des bonnes pratiques pour lutter contre la sursollicitation numérique. Vous commencez par rappeler que le cerveau humain, quel qu'il soit, n'est pas multitâche. S'il est submergé d'informations, il s'épuise, dites-vous, et perd son efficacité. C'est le principal risque, non, en cette période de retour du télétravail généralisé, l'épuisement face à toutes les sollicitations numériques? Oui, tout à fait. L'épuisement nous guette. Déjà, nous Nous guette guette déjà. déjà, oui. Il est là, tapis dans l'ombre, si je puis Mhm, dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas capables, effectivement, vu les ressources de notre cerveau, de traiter beaucoup d'informations à la fois. mhm. Et il se trouve que quand on est uniquement en télétravail, mais déjà avant, avec l'ensemble des outils numériques sur lesquels on est sollicité, le cerveau va avoir du mal en fait à hiérarchiser les informations qui vont être entrantes, ce qui fait que tout arrivant d'une certaine façon sur un même canal, Mhm. le cerveau lui va essayer de tout traiter et ça crée de la sursollicitation. Alors d'ailleurs, un de vos premiers conseils, c'est de dédramatiser les urgences. Vous dites en effet que, ce que vous venez de nous expliquer, quand on gère trop d'infos simultanément, on s'expose évidemment à pas y répondre correctement, voire à pas y répondre du tout, mais c'est quand même compliqué en ce moment en particulier, donc de dédramatiser les urgences. On a l'impression que tout est urgent là dans les premiers jours de ce nouveau confinement. C'est possible que tout soit urgent. C'est-à-dire que pour de vrai, on a beaucoup de choses à gérer pour mettre en place un télétravail efficace entre nous. Ceci étant dit, on est quand même Mhm. normalement en possibilité, quand on a un certain contrôle sur notre activité de travail, de pouvoir justement vérifier ce qui va être vraiment urgent et ce qui va l'être moins. Et peut-être que dans ces urgences, il y a des urgences importantes et des urgences moins importantes. Ou encore, à un moment donné, des choses qui peuvent être importantes mais non urgentes. Mhm. Donc, vous voyez, on va pouvoir quand même hiérarchiser ça. La plus grande difficulté, c'est quand je ne suis pas vraiment en responsabilité dans les tâches qui me sont confiées. Donc, ça, c'est vrai quand on a des fonctions pour lesquelles ce n'est pas exactement nous qui avons cette autonomie d'organisation dans le travail. Donc là, c'est plus compliqué puisque en fait, les tâches vont m'être imposées d'une certaine façon avec des deadlines qui vont être contraintes, etc., sans que j'ai la possibilité vraiment de pouvoir moi m'ajuster. Donc c'est là où souvent on voit des problématiques de sursollicitation numérique arriver. Donc c'est vrai Mhm. par exemple avec toutes les personnes qui sont en assistance d'autres, donc des assistants de direction, des assistantes de direction. C'est vrai aussi quand on est en charge de répondre à des problématiques face à des fournisseurs ou face à des clients, etc., etc. Mais est-ce que ça veut dire, pour réussir à hiérarchiser les priorités, qu'il faut, par exemple, en début de journée ou même la veille, se faire, des listes de choses vraiment importantes qu'on a à faire, au cours de sa journée de travail, quand on peut le faire? Oui, alors ça, c'est très, très, très important de pouvoir planifier. Alors, en fonction des gens, ça peut être en début de journée, donc juste avant de démarrer son travail en début de Mmh mh. matinée. Pour d'autres, vont préférer le faire le soir. Ça dépend un peu de votre facilité ensuite à pouvoir vous détacher de ça et de pouvoir dormir quand même tranquillement. Moi, par exemple, je préfère effectivement le faire le matin. Donc là, je liste ce que j'ai à faire et ce qui est important dans ce qu'on a à faire, c'est de pouvoir prendre aussi un certain nombre de précautions vis-à-vis justement de nouvelles urgences qui pourraient nous arriver. Si je suis dans un travail pour lequel je sais que je peux être interrompue par une urgence, quelque chose que je vais devoir gérer, alors je prends dans mon planning un moment que je réserve en fait pour des urgences, des choses qui vont être imprévues. Et ça va faciliter quoi? Ça va faciliter le fait que si ça m'arrive, je vais effectivement avoir du temps pour les traiter
Et si jamais ça n'arrive pas, je vais pouvoir traiter, des choses de fond que j'aurais dû faire le lendemain peut-être, ou et cetera. Ou m'accorder une pause. Oui, et je prévois aussi des pauses qui peuvent être des pauses très courtes, hein, Mmh. 1 minute de micro-pause, ça marche très bien quand on est entre 2 tâches, importantes, par exemple, et des pauses qui peuvent être aussi un peu plus longues, donc une pause pour s'aérer, une pause pour, bouger un peu, donc se mettre debout, faire des petits exercices de stretching ou d'autres types d'exercices. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors on peut pas aller jusqu'à la machine à café pour prendre un café avec, ses collègues. Comment on repose son cerveau? Comment on fait autre chose, en télétravail? Ce qui est important, c'est de comprendre que le cerveau, pour se reposer, il va avoir besoin de pouvoir faire du vagabondage mental. Vagabondage mental, c'est-à-dire que il fait ce qu'il a envie de faire. Mmh. Donc, je ne suis pas en plus sur mes réseaux sociaux, je n'en profite pas pour aller, traiter quelque chose, qu'il fallait que je traite, mais qui est sur un sujet, par exemple, plus personnel, et cetera, et cetera. Je laisse mon cerveau tranquille. Le plus tranquille pour lui, c'est d'être dans la nature et tout seul. Donc, finalement, cette histoire d'aller se balader tout seul et pas avec des amis dans la nature, c'est quelque chose qui va être plutôt bien régénérant pour notre cerveau. Mmh. Si je n'habite pas malheureusement dans un endroit où je peux effectivement être en contact avec la nature ou que je n'ai pas le temps, figurez-vous que notre cerveau, il est super capable de pouvoir, voyager sans avoir, besoin de sortir pour de vrai. Donc pour ça, il suffit de fermer les yeux et d'aller se balader mentalement dans un endroit qui nous plaît. Alors, peut-être c'est une plage, de rêve, imaginaire, ou réelle, peut-être c'est une forêt, comme dans notre enfance, peut-être, simplement un petit chemin de campagne et je vais aller me balader là. Peut-être simplement l'open space si les collègues, nous manquent trop. Ah oui, tout à fait, pourquoi pas? Tout à fait, on peut aller rencontrer comme ça en voyage et en rêve ces collègues qui nous manquent, notre famille, ou faire n'importe quelle activité qui nous plairait, qu'on peut pas, comme aller boire un coup dans un bar. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui se remettent, au télétravail avec ce nouveau confinement, avec peut-être parfois, on a l'impression, moins d'entrain que lors de la 1re phase et de la découverte pour certains de ce télétravail, est-ce que vous auriez quelques conseils très pratiques, pour bien s'organiser et éviter, la fatigue, la sursollicitation, voire, à terme, malheureusement le burn-out qui peut aussi arriver, quand on se laisse déborder par, cette surconnexion permanente? Ça peut être quoi? Ça peut être commencer par, supprimer les notifications, de toutes ces applis? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là, très pratiquement, dans les jours qui viennent? Alors très concrètement, effectivement, supprimer les notifications, surtout dans cette idée de pouvoir nous réserver des plages de concentration. Mmh. En fait, pour travailler, on a vraiment besoin de pouvoir, à un moment donné, être concentré sur une seule chose. Alors, ça peut être supprimer ces notifications, y compris d'emails, y compris de téléphone, que pendant 10 minutes peut-être, parce que j'ai besoin là de rédiger un email important à un client et du coup, j'ai besoin de ces 10 minutes de concentration. Donc, je suis pas en train de dire vous vous coupez pendant 8 heures de toutes les notifications autres, Mmh. mais je garde des temps absolument de concentration qui vont me permettre d'être plus performant et aussi d'être satisfait parce que à la fin de ces 10 minutes, par exemple, j'ai bien fait ce qu'il fallait que je fasse. Donc du coup, ça, c'est un boost pour le moral aussi. Donc ça, c'est l'équivalent de fermer, la porte de son bureau dans le monde physique? Exactement. La deuxième chose, c'est justement, dans cette organisation de pouvoir prévoir ces fameuses plages de travail, ces plages de régénération mentale, donc de pause et ces plages d'urgence éventuellement. Mmh. La troisième chose, c'est garder du lien social. Ça, c'est effectivement pas toujours facile et c'est pas toujours très satisfaisant pour, certains d'entre nous, faire, des apéros, sur Skype ou autre chose. Mais c'est pas parce que c'est pas satisfaisant qu'il faut éviter de le faire à tout prix. Ce qui est bien, c'est de pouvoir garder ce lien social, alors de la façon qui convient le mieux. Mmh. Bon, pour un chef d'équipe, c'est bien de proposer effectivement peut-être, un contact, soit dans l'équipe de façon, hebdomadaire, soit un contact plus personnalisé avec les personnes qui aiment avoir un contact individualisé, donc par téléphone, j'appelle directement mes collaborateurs. Je, prends un petit peu plus de temps que d'habitude peut-être pour, prendre des nouvelles et pas aller dans le vif du sujet du travail tout de suite. D'autant que les réunions sont plutôt plus efficaces en télétravail. On a tous envie de passer plutôt, 45 minutes que, 3 heures dans une réunion, sur notre ordinateur. Donc du coup, on gagne du temps par ailleurs.
Donc l'idée ici, c'est de bien rester dans ce lien social. Dernière question, vous dites à propos de la sursollicitation et des outils qu'un des dangers du numérique, c'est que le signal fin de stress n'arrive plus au cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Et est-ce que la crise actuelle n'est pas un facteur aggravant puisque le signal fin de stress, on ne sait pas quand il va arriver, de ce point de vue-là? Oui, alors, cette idée, c'est que quand, le cerveau, en fait, est en surcharge mentale, alors il ne peut plus traiter d'informations supplémentaires et c'est pour ça que ce signal lui-même de fatigue, d'épuisement ou de stress ne va plus être traité de façon consciente, en fait, par le cerveau. Donc c'est comme si je vivais dans l'illusion qu'en fait, tout va bien, d'une certaine façon. Mmh. Et donc, pour en revenir à la situation sanitaire, oui, vous avez raison, malheureusement, la crise actuelle, que ce soit, pour des conséquences économiques, financières, sur la santé et cetera, elle nous stresse et comme elle nous stresse, c'est donc des informations en plus qui vont venir surcharger notre cerveau. D'autant que notre cerveau, il va traiter en priorité les informations négatives pour pouvoir, s'assurer que, il va aller vers la survie. Donc ça veut dire que j'ai une surcharge mentale en ce moment qui est liée à la situation elle-même qui est anxiogène. Ça veut dire qu'il faut peut-être aussi éviter peut-être de regarder trop d'informations, qui sont négatives, anxiogènes en plus. D'autres spécialistes, hein, l'ont dit, 1 fois dans la journée, suffit. J'aurais tendance même à dire qu'on n'a pas besoin d'aller voir ces informations 1 fois par jour. Je pense qu'1 fois tous les 2 ou 3 jours, ça suffit tout à fait. Mmh. Mais c'est pour ça effectivement que, la situation ici va être problématique parce qu'elle va en plus prendre en fait d'une certaine façon notre attention et du temps de notre cerveau, surcharger, ici encore notre mental et du coup impacter encore, la charge qui peut rester, disponible pour le reste de nos activités. Donc raison de plus pour ne pas en rajouter, dans son quotidien et veiller à ne pas, céder à la sursollicitation numérique en télétravail. Merci beaucoup, Caroline Cuny. Je rappelle que vous êtes docteure en psychologie cognitive et professeure à Grenoble École de Management. Vous avez réalisé, ce guide des bonnes pratiques que nous mettrons en lien dans les notes de cet épisode. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite évidemment à cliquer et à aller consulter, ce guide qui est extrêmement, complet et très pratique et qui peut être vraiment très, très utile en cette période de télétravail à nouveau généralisé. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode, notamment sur la nouvelle application de podcast Audio Now, disponible gratuitement sur Android et iPhone et qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT, Audio Now, N-O-W. C'est nouveau, nos épisodes sont désormais proposés en exclusivité sur cette plateforme pendant 24 heures, alors téléchargez vite Audio Now pour être les premiers à nous écouter. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition de ce JT. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.